Samedi dernier, à Avignon, un adolescent est décédé après avoir mangé au Quick. Selon l'autopsie, il serait mort d'un œdème cérébral et pulmonaire. Mais l'intoxication alimentaire serait peut-être l'une des causes de son décès. À Lyon, cette thèse fait-elle peur? Un reportage de Morgane Rousse et Vincent Serrano. Parti d'Avignon, l'affaire a pris une ampleur nationale. En cause, le garçon a peut-être été victime d'une rupture d'anévrisme liée aux convulsions qui ont accompagné les vomissements. Mais ce décès est un cas isolé. Si quelques clients sont réticents à manger de nouveau à Quick, on est loin de la psychose. On travaille juste à côté et vu que ça fait à peu près 3 ou 4 ans que j'ai pas mangé dans un endroit comme ça, je vais quand même y aller parce que j'ai faim. J'ai déjà mangé au Quick où il était et j'ai pas eu de soucis moi. Je dis pas que c'est pas vrai, hein, attention, mais on n'a pas eu, tant qu'il n'y a pas eu de résultat. Mon entourage, effectivement, il y a ou même des collègues, des amis, des copains, effectivement, ils vont déserter Quick. L'implication de Quick dans la mort de l'adolescent n'est pas encore prouvée, mais en quelques jours seulement, l'image de la chaîne de fast-food a été mise à mal. Vous savez, en France, c'est pratique de prendre la grande entreprise et le pauvre consommateur. Et du coup, le résumé qui a été fait dans les médias, il suffit de montrer une enseigne Quick et inconsciemment, on se dit, ça y est, donc, qui dit Quick, dit McDo, dit toutes les chaînes de restauration rapide, la malbouffe. Derrière ça, vous avez toutes les... Effectivement, en ce moment, à gérer, d'où l'intérêt pour Quick d'occuper le terrain de la communication. L'incertitude sur les causes du décès du garçon devrait bientôt être levée. Une expertise complémentaire est en cours. À Lyon, les cabinets de magnétiseurs ou d'acupuncteurs ne désemplissent pas. En effet, les Lyonnais font de plus en plus appel aux médecines alternatives pour soigner leurs maux. Comment expliquer le boom des médecines douces? Un reportage de Clément Fayolle et Emmanuel Vieillard. Bernard Ferlet est thérapeute psychocorporel. Depuis 15 ans, il pratique des massages énergétiques pour soigner l'esprit et le corps. Pas de stéthoscope dans ce cabinet de soins un peu particulier, ses mains sont son outil de travail. Depuis plusieurs années, il a noté une augmentation significative de ses visites. Il y a un vrai besoin pour les gens de reprendre contact avec eux, tout simplement. Je dirais, le mode de vie que l'on a aujourd'hui fait qu'on se distancie de notre corps et de nos émotions d'une manière très importante, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, et que c'est un retour légitime en fait à une prise de conscience, à s'occuper de soi-même. Mais les thérapeutes hors cadre insistent, leurs pratiques alternatives sont efficaces mais ne discréditent pas la médecine générale. Parce que c'est toujours complémentaire, il n'y a aucun, pour l'instant, médecin peut occuper tout. Il y a santé toujours variée, être humain c'est compliqué. Les familles françaises plébiscitent en tout cas la médecine douce. 66% des mères de famille confient en effet soigner leurs enfants par les plantes. Voici le calendrier qui fait le buzz. On y voit Nicolas Sarkozy ou encore Dominique Strauss-Kahn en situation d'aveugle. La campagne de sensibilisation a été imaginée par la Fédération des aveugles de France. 1 million de personnes sont concernées par la déficience visuelle et leurs difficultés au quotidien sont encore trop nombreuses. Un reportage d'Emmanuel Lebon. Sylvie a 34 ans. Elle est aujourd'hui esthéticienne en maison de retraite. Pourtant, en 2007, cette maman de 3 enfants est licenciée d'une société de vente par correspondance. Ses employeurs n'ont pas voulu investir dans de nouveaux matériels adaptés à son handicap, un problème constant pour les déficients visuels. On travaille beaucoup sur Internet, donc on sait très bien que sur Internet, les sites sont très imagés. Et c'est vrai que en tant que personne déficiente visuelle, c'est difficile d'utiliser ce genre d'outils, non ? En France, 50% des malvoyants et aveugles sont au chômage et les barrières ne s'arrêtent pas qu'au monde du travail. Transport, informatique, tout peut se transformer en obstacle quand on ne voit pas. Les efforts sont nombreux mais insuffisants en matière d'accessibilité et d'intégration. À l'UNADEV, une association en faveur des déficients visuels et des aveugles, l'objectif est de créer du lien entre les différentes structures. Il y a encore une carence au niveau de l'individu au quotidien. La solitude des personnes, elle existe encore, malheureusement. On n'est pas arrivé encore à faire en sorte que finalement dans la cité, dans la ville, la personne, puisse profiter et bénéficier au même titre que les autres des services que lui propose la société.
Donc c'est vers nous que ces gens se tournent. Le calendrier, édité sans l'autorisation des personnalités politiques, a été envoyé à de nombreux élus. Les associations espèrent ainsi être vues et entendues. Fin du feuilleton pour la roue de la place Bellecour. Depuis mardi, les ouvriers ont commencé sa désinstallation et l'attraction de Madame Théophilos laissera place à celle de son ex-mari. Un divorce que les Lyonnais ont suivi indirectement. Un reportage de Brice Nativelle et Jean Barrière. Près de 400 tonnes de matériel à désinstaller en moins d'une semaine pour Madame Théophilos. Sa grande roue n'a plus l'autorisation de rester sur la place Bellecour. Le tribunal administratif a refusé de prolonger la durée d'exploitation du manège au profit de son ex-mari. Une querelle amoureuse et commerciale qui fait sourire les passants. Ces braves gens ont les moyens de leur désaccord, parce que moi, si personnellement j'ai un désaccord avec mon mari, je ne peux pas me permettre derrière de racheter une roue. Après, c'est sûr que je trouve ça un peu bête d'installer une deuxième roue. Enfin, si le couple divorce, ils ont qu'à garder la même roue et se partager le temps, quoi. Eh ben, je plains le maire de Lyon parce que pour trancher dans un domaine pareil, ça doit pas être facile. Malgré la décision de justice, Madame Théophilos ne compte pas abandonner. Avec le soutien de son père, elle réclame l'emplacement pour la saison prochaine. Comme on a appris que M. Fella veut obtenir l'emplacement, alors on va se rebattre, refaire encore un procès. Sûrement que ma fille va refaire un procès pour éclaircir cette affaire. Et les Lyonnais devront attendre encore quelques semaines avant de refaire un tour de grande roue, le temps de la désinstallation et de l'installation de la nouvelle attraction. La rue Garibaldi, une autoroute urbaine, c'est bientôt du passé. Au programme du réaménagement d'une des plus grandes rues de Lyon, la création de voies dédiées au mode doux de transport et la suppression des trémies faisant remonter toute la circulation à la surface. C'est sur ce point que se bat un cycliste lyonnais. Un reportage signé Marion Berchet et Sarah Missaoui. Jean-François Dufour emprunterait régulièrement la rue Garibaldi avec son vélo. Pour lui, traverser la rue surnommée autoroute urbaine ne pose aucun problème grâce au trémies. Un trémies, c'est une tranchée d'accès à une route souterraine. Sur les 3,8 km de la rue Garibaldi, on en compte 3. On a les voitures qui sont en dessous et les cyclistes qui sont en haut. Donc les deux trafics sont bien séparés, chacun son monde, sur 2 étages. Et je pense que c'est important de conserver ça. Mais le réaménagement sonne le glas de cet équilibre. Alors pour lutter contre la destruction des trémies, il milite et avance un argument de poids, les bouchons. Moins de voies pour les voitures et tout en surface. Entre défenseurs des piétons et des automobilistes, les avis des riverains sont partagés. C'est bien joli de donner de l'espace aux piétons, mais quand on voit ce qui circule matin et soir sur cette rue, il va bien falloir que ça aille quelque part. Moins on voit les voitures et mieux c'est, ça pourrait permettre de réhabiliter des espaces pour les piétons. Elle est vraiment pas agréable, elle est bien pour les voitures. Les travaux ne devraient pas commencer avant 2012, ce qui laisse du temps à Jean-François Dufour pour faire entendre sa voix. Situé au cœur de 6 régions viticoles, il semblait normal que Lyon ait son propre salon professionnel du vin. Pendant 2 jours, cavistes, sommeliers, producteurs et acheteurs se sont ainsi retrouvés à l'espace double mixte pour le premier salon Vin Events, comme nous le montre ce reportage de Dimitri Wetzel et Gary Grenier. Merlot Cabernet. Très bon. Monsieur Rivagnoli est content. Cet acheteur suisse-italien vient de trouver le rosé idéal pour les apéritifs qui accompagneront son prochain été. Un vin issu d'un petit cépage, mais qui l'a immédiatement séduit. Première impression, c'était bien, des petits producteurs qui essaient de développer le marché et de nouveaux marchés. Et ce qu'on cherche, c'est dans notre philosophie de trouver des producteurs qui n'ont pas une grande production. Pour sa première édition, le salon Vin Events se veut accessible et convivial, mais tout de même international. Ici, on prend son temps et on se consacre à de nombreux exposants, français, suisses ou encore espagnols. L'objectif, viser la qualité des vins et spiritueux qui ne viennent pas forcément du coin. Les acheteurs s'intéressent à tous les produits.
ne sont pas chauvins, ils aiment bien effectivement le Beaujolais, mais ils aiment bien aussi la vallée du Rhône. Non, les acheteurs sont ouverts à tout type de produits et revendent tout type de produits viticoles, bien sûr. Souvent désignée comme la capitale mondiale de la gastronomie, Lyon compte malgré tout se faire une place forte dans l'univers viticole. Face au salon renommé de Bordeaux et Montpellier, la ville a tout de même réuni plus de 150 exposants et 2000 visiteurs en 2 jours. Un bilan favorable avant que l'événement ne prenne un peu de bouteille.